vous avez poussé juste sur le bon bouton pour écouter les technos, l'épisode 199. Épisode 199, oui, bientôt le 200e épisode. On fera normalement rien de très particulier pour le 200e épisode, j'ai l'impression, parce que tout le monde est fort occupé. On verra, on fera peut-être une fête pour le 203e, par exemple, parce que finalement, pourquoi toujours faire les fêtes à numéro fixe? On peut le faire n'importe quand, en fait, si on a envie de faire une fête. Ce sont les Toubitech qui nous rejoignent cette semaine, à savoir Benoît et Bruno. Ça faisait un moment qu'on n'avait pas vu Benoît. Je pense qu'on ne t'avait pas encore vu cette année, d'ailleurs, si je dis pas de bêtises. Oui, attends, il est encore temps, bonne année. Oui, tout juste, c'est tout juste. 31 janvier, il est encore temps de se souhaiter une bonne année. Bruno, ça fait un moment qu'il est là quasiment chaque semaine, ça devient un habitué. Voilà. Je voulais juste vous dire, avant de commencer vraiment et de rentrer dans le... Benoît est en train de cuire un pain. Donc, si vous le voyez se barrer, ou si vous entendez le bruit à un moment donné, c'est que son pain, normalement, dans une vingtaine de minutes, sera cuit. Il sera même trop cuit, paraît-il. Hein. Je dis pas de bêtises, Benoît. Ça part mal, apparemment. J'ai fait un essai pour... Enfin bref, je te raconterai après. C'est un essai. Parce que vous savez que Benoît, il aime bien tout. Il aime bien faire sa bouffe. Et c'est comme ça, d'ailleurs, que de temps en temps, il nous parle de gadgets en bouffe aussi, parce que la tech aussi rentre dans ce domaine-là. Je dis pas de bêtises. Il y a des accessoires qui sont de haute technologie et qui permettent comme ça d'améliorer un petit peu le quotidien. Et faire son pain soi-même, ça fait partie d'améliorer le quotidien aussi, mais ça, on procède un peu par SR. Sans machine. Et sans machine, donc voilà. Au feu de bois. Donc si vous voyez de la fumée, en plus, il y avait un gros souci. Ça sortait les extincteurs. Un petit coup d'œil sur le courrier des auditeurs. On nous a reproché la semaine passée d'avoir fait un petit peu long sur le courrier des auditeurs. Je rappelle, à toutes fins utiles, qu'il y a un bouton qui s'appelle « Avance rapide » sur les podcasts. Vous pouvez avancer si cette partie-là ne vous intéresse pas. Vous avez tout à fait le droit. On vous en voudra pas du tout. Donc, et en plus, j'irai jusqu'à dire que sur YouTube, si vous nous suivez en vidéo, on met les timers maintenant, les timecodes de chaque séquence. Donc, vous pouvez sauter d'une séquence à l'autre sans aucune difficulté. Il suffit de regarder dans la description de la vidéo. Vous pouvez réécouter les séquences que vous aimez le mieux. Oui, ou que vous n'avez pas compris, parce que ça peut arriver aussi. Donc n'hésitez pas, hein, vous voyagez dedans, vous en faites ce que vous voulez, nous on vous livre la matière et après vous vous débrouillez avec, si j'ose dire. On a eu un commentaire, tiens Bruno, suite à ce qu'on disait la semaine passée par rapport au dashcam. On avait parlé des radars, etc., et de la légalité des radars dans les GPS, etc. Tu étais intervenu toi-même dans les commentaires pour signaler que les dashcams étaient interdites au Luxembourg. C'est René qui nous a laissé un commentaire pour nous dire qu'en fait, la dashcam, c'est plutôt l'usage que l'on fait des images qui peut être aussi autorisé ou non autorisé, justement, et la conservation de ces images. On ne peut pas, par exemple, publier les images d'une dashcam comme ça sur les réseaux sociaux, par exemple. Il faut avoir l'autorisation des gens qu'on a filmés, quoi. En gros, c'est un peu ça l'idée. C'est tout à fait logique, oui. Ouais, donc voilà, c'était une petite précision qu'un de nos auditeurs avait apportée. Elle était la bienvenue, bien sûr. Il y en a qui nous disent qu'on est au top. Alors, on va pas bouser notre plaisir de le dire. Hein, on le sait. Oui, c'est vrai. Ah oui, on sait bien. Arrêtez de nous complimenter, on le sait finalement, c'est vrai. Voilà, quoi d'autre encore? On adore notre émission. Oui, ça on sait aussi, vous adorez, merci. Non, c'est sympa. Merci beaucoup pour tous vos commentaires. Quelqu'un avait fait un commentaire par rapport à un ancien hors-série que tu avais commis toi, Benoît, concernant ton appareil Minolta, si je ne dis pas de bêtises. Quelqu'un qui... Pardon ? Un Fujifilm. Un Fujifilm, pardon. Je pense que simplement, et on a un petit peu clarifié, oui. Je pense que la personne n'avait pas tout à fait compris. C'est vrai qu'en réécoutant la vidéo, cette partie de l'explication n'était pas totalement claire. En substance, j'avais dit que j'utilisais le mode ISO automatique et il avait compris que je mettais l'appareil en tout automatique. Ce qui, évidemment, et là je suis d'accord avec lui, n'avait plus beaucoup de sens de s'encombrer alors d'un gros boîtier. Oui, c'est ça. Surtout si c'est pour l'utiliser tout le temps en full automatique. Le mode existe, donc on peut l'utiliser de temps à autre, peut-être pour voir ce que fait comme proposition l'appareil. Ça peut avoir aussi un petit intérêt, mais c'est vrai que c'est pas le but, quoi. Il y a des réglages, c'est fait pour s'en servir. Sinon, il y a d'autres boîtiers à ce moment-là automatiques qui se valent largement, et on pourrait à l'occasion, pourquoi pas, en parler aussi, mais c'était pas le but. Comme quoi, vous voyez, on suit vos commentaires, même sur le long terme, sur YouTube
et ailleurs aussi. J'ai vu que notre camarade Battant, un de nos éditeurs suisses, a laissé beaucoup de commentaires et beaucoup de liens, sans doute fort utiles pour documenter l'épisode précédent. Donc je vous invite à aller y jeter un petit coup d'œil. Là, ça se passe sur notre blog lestechno.be. Voilà, je pense qu'il n'y a rien à rajouter par rapport à l'épisode précédent. On peut lancer notre abécédaire. Allons-y. C'est la faute que je fais à chaque fois. Donc là, c'est bon maintenant, c'est bon. Comme quoi, j'ai besoin d'un nouveau clavier avec des lumières. Des trucs qui clignotent en rouge. Ou peut-être de nouvelles lunettes. Il y a de fortes chances, en effet. On était à la lettre A. A comme gros bug FaceTime. C'était la grosse information de la semaine, le gros bug, parce que Apple nous habitue pas à ce genre de choses en général. Benoît, de quoi il en retourne, tu peux nous expliquer? Alors, c'est un bug lié à FaceTime. Donc, quand tu reçois un appel, et puis si tu n'as pas envie de répondre, tu t'imagines naturellement que tu n'as pas répondu. Et en fait, il y a une petite manip en rajoutant. Donc, tu appelles quelqu'un, tu crées un appel groupe et tu te rajoutes dans les appelants. Et le téléphone de la personne que tu appelles se déclenche et te permet d'entendre ce que la personne fait. Alors, Apple a réagi assez vite en coupant la fonction FaceTime Group, ce qu'ils savent faire à distance. Mais juste après, on a découvert un deuxième bug dans FaceTime, qui est que quand tu appelles, et si tu as deux manières de refuser un appel, tu peux taper sur l'écran pour refuser l'appel, ou tu peux utiliser le bouton latéral ici, là, le petit bouton sur le côté. Ouais. Et en utilisant ce bouton latéral, eh bien, ça ne coupe pas l'appel, ça a même effet, la personne de l'autre côté entend le fait que ce que tu dis, quoi. Elle entend On va avoir de sales blagues. On va avoir effectivement quelques sales blagues. Donc il faut bien utiliser l'écran pour le moment pour refuser les appels. Encore ce couillon. Ouais. Et les groupes, bon, le groupe pour le moment, comme Apple l'a désactivé, il n'y a pas trop de problème, il n'y a pas trop de risques immédiats. Alors c'est évidemment un bug, hein, c'est pas une fonction sans doute. C'est fait un peu de tâche par rapport à la communication générale d'Apple qui est de dire on est assez sensible à la vie privée. Non, voilà, c'est un bug, c'est dommage, mais ça arrive. Et ils ont quand même réagi assez vite. Ils ont immédiatement signalé qu'ils étaient au courant qu'il y avait un bug. Comme j'ai dit, ils ont coupé le FaceTime Group pour éviter que pour le moment la fonction se déclenche. Ouais. Et ils vont sortir un patch, un fixe. Ils ont annoncé ça dans la semaine. On espère, on est bientôt déjà vendredi, on espère bientôt avoir une mise à jour de sécurité qui va régler le problème. Bon, ben voilà. Et apparemment, ils étaient au courant depuis un moment, hein, quand ça a été déclaré, enfin quand ça s'est déclaré dans le grand public. Apparemment, ils ont un petit peu traîné des pieds, quoi. Ça faisait une bonne semaine qu'ils étaient au courant. Et donc là aussi, du coup, ça raille, quoi. C'est ce qu'on peut comprendre, hein, soyons clairs, parce que là, franchement, il peut y avoir des indiscrétions qui portent à conséquence. Hein, soyons très très clairs. Non, je veux pas répondre. Il me fait chier celui-là. Oui, mais c'est vrai. En voilà. Fait, quand tu réfléchis bien, tu peux avoir une réaction épidermique. Qui cuit, Bruno. Oui, il y a Bruno qui a cuit le chat. C'est pour ça que mes chroniqueurs, pendant qu'on était en train d'enregistrer, chacun son tour. L'un va regarder le pain, l'autre va chercher le chat. Le chat est en train de mordre mes câbles, donc c'est pas très bien. Ce sont des choses qui arrivent. Heureusement, tu n'as pas de lapin, parce que le lapin bouffe les câbles. Donc voilà. Juste une petite parenthèse. Je ne sais pas si vous avez vu passer cette news concernant Apple et l'Apple Watch. Apparemment, Apple vendrait des informations sur les activités des possesseurs d'Apple Watch à une société d'assurance. C'est quelque chose qu'on avait déjà énoncé en se disant aïe aïe aïe, ces appareils connectés, etc. La dérive, ce serait qu'on crée des tarifs d'assurance. En l'occurrence, on a pris cet exemple-là, comme par hasard, des tarifs préférentiels pour celui qui a des activités physiques et pas pour d'autres. Manifestement, ça y est, on y est. Je ne sais pas si Bruno, tu acquiesces. Je pense que tu as vu passer cette news. Oui, tout à fait. Cette news est passée. Oui. Donc, c'est des infos anonymisées ou c'est des infos attachées au nom du client?
On sait pas très bien, enfin, j'ai pas creusé encore la question parce que je préfère ce genre d'informations, tu vois, on a l'habitude de prendre un peu de recul et de voir si ça se confirme dans d'autres médias, parce que je pense qu'on l'a vu que sur un seul ou 2 sites grand maximum. Donc on va attendre un petit peu que ça décante, hein, comme on a l'habitude de dire, on va pas se jeter dessus d'un seul coup. Je pense qu'on en reparlera une semaine prochaine, la question de voir si effectivement ça se confirme ou pas, et à ce moment-là on approfondira la question. Si c'est effectivement anonymisé, ça pose moins de problèmes, mais il me semblait quand même qu'il était question d'avoir des tarifs préférentiels pour les gens les plus actifs par rapport aux gens qui restaient plus sédentaires devant leur écran peut-être ou à la maison dans leur canapé. Voilà, parce que ça induit effectivement des problèmes de santé, sans doute aussi sur le moyen ou le long terme. Donc voilà. Je l'avais vu il y a quelques mois et je ne sais pas si c'est la même news. C'était un assureur qui proposait de vendre une Apple Watch à bas prix quelque part et qui s'en servait après pour vérifier ton activité physique. Mais donc c'était Peut-être que ça fait partie de la même ce qui n'est pas mieux en soi. Hein. Non, non, ça pose aussi plein de questions, ouais. attention. Ouais. Mais c'est un petit peu différent de Apple en douce, revend des infos sans rien dire à personne. L'angle est un petit peu plus en faveur d'Apple dans ce cas-là que dans la manière dont moi je l'ai énoncé. Mais ça pose quand même la question, parce que c'est vrai que et si moi j'ai pas envie d'avoir une watch comme ça qui me surveille, je dois payer plus cher pour mon assurance. Enfin, ça pose quand même aussi des questions, quoi. Et puis le principe, sur même la base, le principe de l'assurance, quelque part, où on paye presque tous la même chose, entre guillemets, pour voilà. Enfin, ça pose plein de questions éthiques aussi. Hein, donc on aura certainement, je pense, l'occasion d'en reparler dans un épisode prochain avec d'autres membres de l'équipe ou ceci. C'est à vous de voir. N'hésitez pas à commenter cette news également, hein, si vous avez vu quelque chose passer. On s'en fera l'écho dans un prochain épisode, évidemment. Là où vous vous dites, mais il a mis le même jingle. Oui, c'est normal, parce que la lettre A comme Apple, il peut y en avoir à plusieurs reprises dans un épisode. Et Benoît voulait nous parler on va dire une accessoirisation à l'extrême, on va dire, de l'iPhone. C'est un peu de ça dont il s'agit, non? Voilà. C'est un ring d'iPhone XR, donc c'est une espèce d'expérience qu'Apple fait pour, on va dire, s'amuser avec ses boîtiers. Et ils ont, tu sais, le principe qui avait été popularisé par la Matrix, le film, oui, où la balle arrive et le personnage se recule et puis on voit la balle avancer en très très basse vitesse. Ça se fait avec un ring d'appareil photo, donc on met des appareils photo en rond et puis on prend une photo parce qu'il n'y a pas de caméras qui sont capables de prendre les photos à cette vitesse-là, enfin de prendre des images avec ce niveau de ralenti. Et donc après, c'est pour ça que la caméra tourne d'ailleurs. On prend des photos très vite, les unes derrière les autres, et on les met là ensemble et ça fait un film. C'était un effet spécial assez génial. Bon, maintenant la technique commence à être connue, mais Apple en a fabriqué un avec des iPhones, des iPhone XR, et puis ils sont amusés. Ils ont fait la petite vidéo est sympa. C'est pas exceptionnel comme film, mais c'est marrant à voir. Ils ont fait ils ont lancé différents objets en feu, des poudres, des fumées, etc. Dans le ring, et puis tu as les rings, tu vois l'effet, donc extrêmement ralenti on tourne autour de l'objet qui est en train de tomber. Voilà, c'est amusant à voir. Ils ont publié 2 petites vidéos, la vidéo filmée par les iPhone XR et la vidéo de mise en place du ring avec les techniciens qui alignent parfaitement les caméras, qui s'amusent à préparer les mélanges un petit peu biscornus qu'ils vont mettre dans le ring. Alors, c'est un effet. On a mis les liens bien sûr, comme toujours, dans les commentaires de l'épisode. Dans la description. Alors, je pense que c'est un effet qu'on ne peut faire que par cette méthode-là, avec plusieurs appareils. Ou est-ce qu'il y a des possibilités de le faire avec des bras articulés ou des choses comme ça? Je pense pas, même. C'est vraiment. Parce que le problème, c'est la vitesse de prise de vue. Il faut pouvoir prendre beaucoup de photos. Enfin, beaucoup d'images, pas nécessairement de photos, et les caméras ne sont pas assez rapides. Donc, pour ralentir à ce point-là, c'est vraiment la technique de dire un appareil, c'est pas ralentir à ce point-là, donc j'en prends une batterie. Il faut les coordonner, évidemment, donc il y a une technique, mais l'avantage, évidemment, là, de l'iPhone, c'est qu'Apple a pu charger son logiciel dessus, qui permet de piloter l'appareil photo par rapport à Matrix, où il fallait faire ça avec des appareils qui n'étaient pas prévus pour. Donc, il faut les coordonner pour qu'ils se déclenchent les uns derrière les autres, en séquence, mais très, très rapprochés, très, très vite. Moi, j'avais vu c'est vraiment lié à la vitesse de prise de vue.
Il y avait eu un making-of de ça d'ailleurs dans un film, mais j'essaye de me remettre le nom dessus. En plus, je pense qu'il y avait un même acteur que dans Matrix. Enfin, c'était un film où il y avait une explosion, et c'était aussi une série d'appareils qui étaient les uns à côté des autres, et on avait en fait la même explosion, mais vue sous certains angles différents, et on plongeait vraiment en immersion dans cette explosion qui normalement ne fait qu'une fraction de seconde. Là, l'explosion, elle durait 2 bonnes minutes, entre guillemets, où on voyait vraiment tous les axes, tous les angles. C'était magnifique comme travail d'image. Pas facile à réaliser parce que l'explosion était réelle, c'était pas de l'image de synthèse. Il avait fallu faire sauter un gros pétard, quoi, en gros. Et donc, il faut pas se louper, parce qu'après, pour faire le ménage derrière, c'est un petit peu compliqué. Donc, le réglage, la minutie du truc, ça doit quand même être assez impressionnant. Alors maintenant, effectivement, je parlais d'image de synthèse, ce sont des effets que maintenant on réalise en image de synthèse, que voulez-vous, hein. Même une goutte d'eau, maintenant, on va plus s'énerver avec une pipette. On va mettre ça dans l'ordinateur, on va dire, tiens, fais-moi une goutte d'eau, et voilà, c'est parti. La magie du cinéma, on va appeler ça comme ça, hein. Voilà, cinéma. La lettre B comme Boeing, avec le premier vol d'essai pour un drone chez Boeing. C'est toujours Benoît qui parle. On dirait qu'il n'y a que Benoît qui parle ici, mais vous allez entendre Bruno dans un instant, ne vous inquiétez pas. Non, mais Bruno va prendre... Oui, il va prendre le relais à bon moment parce qu'il y a le pain. C'est ça, il y a le pain. Boeing. Donc Boeing, effectivement, qui fait un drone, mais c'est pas un petit drone comme chez DJI, c'est un drone capable d'emporter des gens. Ah oui. Et donc, oui, bah, c'est un drone parce que c'est un véhicule qui a vocation à être autonome. Dans un premier temps, ils le feront voler, évidemment. Enfin, ils ont plusieurs étapes d'expérimentation. La toute première étape, ça a été ceci, c'est-à-dire le faire décoller et le faire se reposer. Il n'est pas resté en vol très longtemps, mais c'était il y a des méthodes à suivre quand on certifie un appareil. C'est la première étape, c'est le faire décoller et puis il se repose tout de suite. Et donc, Boeing trouve ça assez remarquable parce que ça fait 1 an qu'ils ont lancé le projet et c'est quand même court pour une structure de la taille de Boeing de sortir un début de produit, d'être en début de phase de certification en seulement 1 an. L'idée, in fine, c'est de vendre une espèce de taxi autonome. Là, on parle dans quelques années parce qu'il faudra déjà que la législation évolue pour le permettre. Donc, une espèce de taxi qui viendra chercher les gens sur un toit d'immeuble ou autre. On monte dedans et on part vers sa destination. L'autonomie est de 80 km. Ça va. C'est pas énorme. C'est pas un long courrier, quoi. Non, mais c'est électrique. Mais par exemple, ça te permet d'aller à l'aéroport. Oui, c'est ça. Dans une ville de moyenne... Enfin, même 80 km, c'est pas mal. Il y a déjà moyen de faire. Non, c'est bien. Donc un taxi aérien, en gros. Hein, ils étaient plusieurs à avoir fait des propositions. Est-ce que Airbus n'avait pas un projet dans ces cartons qu'ils ont abandonné en cours de route, me semble-t-il? Il y a eu plusieurs propositions, mais c'est le premier. Il y avait même eu au CES, je pense, au CES, l'année passée, une start-up chinoise qui avait présenté un engin, mais qui n'a pas volé. C'était juste une grosse maquette. C'était une grosse Là, maquette. on est sur un engin qui vole. Et non seulement c'était une grosse maquette, mais qui faisait quand même un petit peu peur parce qu'il fallait attendre l'arrêt complet des moteurs pour sortir, au risque de se faire couper les pieds, parce que les hélices c'est comme un drone, là pour le coup, comme un DJI, hein, comme un drone classique, mais beaucoup plus grand, avec les hélices au niveau du sol, et donc quand on sortait, on se faisait faucher les mollets, en gros. C'était un petit peu dangereux quand même, cette histoire-là. Quand on voyait le bazar, je me suis dit, tiens, ils ont même pas mis de carénage autour de ces hélices, ça va poser problème à un moment donné au niveau sécurité, ce machin-là. Donc des idées farfelues, il y en a toujours, hein, il y en aura toujours, il y en a toujours eu. Ici, on n'est plus vraiment dans le farfelu, on commence à rentrer dans du vrai, du pur, du dur, du fonctionnel. Donc, bon, c'est pas pour tout de suite, mais c'est pour demain ou après-demain. Pour tout de suite, mais il y a une vidéo sur je pense que c'est Uber qui l'a sorti. Qui montre un petit peu une espèce de vision futuriste où tu es dans la rue, tu dois te rendre dans la ville voisine et tu repères l'immeuble au sommet duquel se trouve la piste d'atterrissage. Tu montes sur le toit, tu as appelé ton Uber avant de monter sur le toit. Quand tu arrives sur le toit, le drone est en train de se poser, tu montes dedans et tu pars.
Et voilà, c'est magique. c'est un petit peu l'idée, je pense, sur Ouais. laquelle Ouais, il y Boeing avait essaie de travailler. une autre vision également qui était la vision multimodale entre la voiture électrique et le drone, c'est-à-dire que c'était la même cabine qui était tantôt agrippée par des hélices de drone, par un quadricoptère, tantôt posée sur un train de pneus pour se déplacer dans la ville. Je ne sais pas qui avait eu cette idée-là, mais c'était original. Enfin, ça avait le mérite d'exister sur le papier, hein, entendons-nous. Mais ça permet de, comme ça, pousser un petit peu la réflexion hein, sur ce que sera la mobilité de demain. Peut-être ou pas, hein, on verra bien comment tout ça évolue. En tout cas, intéressant. Donc, c'est ce premier vol. Comme on dit, comme chaque fois, on met les liens hein, sur le blog lestechno.be, mais également en commentaire de la vidéo sur YouTube. On passe à la lettre suivante. Parler de YouTube, là, il est question de Dailymotion. Oui, ça existe encore, Dailymotion, je vous assure. On va parler de Dailymotion avec Bruno pendant que Benoît est parti s'occuper de son pain. Hein, n'ayons pas peur des mots. Voilà. Il est plus là. La fenêtre est vide. Ah, ding. Vous avez entendu, ça a sonné, il n'y a pas de souci. Donc, on parle de Dailymotion, mon bon Bruno, qui a été l'objet d'une attaque informatique cette semaine. Oui, juste une petite brève, hein, juste pour rappeler que Dailymotion existe déjà, c'est vrai. Et qu'effectivement, ils ont fait l'objet d'une attaque qui était censée en fait deviner le mot de passe des utilisateurs par différentes combinaisons, tout simplement, ou en utilisant des listes de mots de passe qui ont fuité sur d'autres sites. Donc, juste ça c'est la news. Donc, ils l'ont déjà annoncé. Ça, c'est la bonne nouvelle. Parce qu'en fait, ils l'ont annoncé et ils l'ont directement aussi annoncé à la CNIL pour prévenir qu'il y a une attaque. Donc, ce que d'autres sociétés n'ont pas fait sur les autres attaques. Donc, c'est un peu ça ce que j'ai retenu de cette news-là, c'est qu'ils l'ont bien fait dans la règle de l'art, parce que maintenant, c'est une obligation. C'est une obligation maintenant de déclarer des attaques en France et en Europe. Hein. Donc, voilà. Donc, a priori, ils ont bien combattu directement l'attaque, donc il n'y a pas eu trop de soucis. De toute façon, je ne sais pas combien d'utilisateurs il y a encore sur Dailymotion, donc pas beaucoup. Ouais, enfin, Dailymotion, moi j'y retourne de temps en temps parce que c'est une plateforme qui a quand même évolué. Hein. On se rappelle des déboires à un moment donné, mais c'est vrai qu'en termes de contenu, c'est pas YouTube. Soyons très clairs, c'est peut-être pas le même objectif non plus. On aura peut-être l'occasion de reparler de Dailymotion plus en détail à l'occasion. Bon, ici c'était l'occasion de rappeler que effectivement, quand un opérateur subit une attaque, il doit la déclarer à la CNIL. Donc c'est important de le dire. Mon bon Benoît. Je ne sais pas dans quel état est ton pain, puisque tu t'es levé pour... J'ai eu entendu du bruit, je me demande, tu l'imprimes en 3D en fait, ton pain, ça continue. Hein, j'ai une imprimante qui s'est allumée, effectivement. Ah, d'accord, c'est pas lié, je veux dire, c'est pas lié. Non, il imprime... Deux événements pas liés. Il pourrait imprimer son pain en 3D, tu vois, mais non, pas du tout. On va enregistrer un autre jour, parce qu'aujourd'hui, c'est pas le... Bon, ok. On verra ça une prochaine fois. On peut passer à la lettre suivante, encore une fois. Lettre F comme Facebook. Alors, il s'est passé plein de choses autour de Facebook ces derniers temps. Et là, l'information, entre guillemets, qui agace tout le monde, c'est Facebook qui a payé des jeunes pour les épier. Donc, pour se faire espionner. Comme si les informations qu'on donnait à Facebook n'étaient pas déjà suffisantes. Il a fallu en plus payer apparemment des jeunes en plus pour savoir un petit peu ce qu'ils faisaient. De quoi s'agit-il? Peux-tu nous expliquer ça, Bruno? Oui, donc la news elle est multiple. Donc déjà effectivement, donc ça agace sur plusieurs points. C'est déjà que donc ils sortent une application de sniffer, on appelle ça, donc pour analyser le comportement des gens sur leur téléphone. Donc, l'application en fait, c'était une espèce de VPN qui analysait le trafic du téléphone, mais en même temps aussi donnait accès à toute autre information du téléphone. Donc, on donne tout, mais vraiment tout à Facebook sur son utilisation de téléphone. Ça, c'est un problème. Déjà, d'éthique, ça, c'est pour le moins qu'on puisse dire. Facebook payait les gens $20 par mois. Bon, après, si les gens consentent, et c'est un peu été la défense de Facebook, c'est de dire, voilà,
ils ont voulu participer, donc ils nous donnent l'accès, c'est bon, ils sont rémunérés, voilà. Le problème, en l'occurrence, c'est qu'ils ont ciblé des personnes âgées entre 13 et 35 ans. Donc, c'est pas les 35 ans qui posent problème, c'est plutôt les 13. Bah oui. Parce qu'aux États-Unis, et je pense qu'en Europe aussi, il faut le consentement des parents pour que ces adolescents signent un contrat. Oui. Donc, ils ne peuvent pas signer de contrat. Donc, ils se protègent, ils disent oui, mais attention, les gens, ils ont signé un contrat. Oui, mais les jeunes, est-ce que les parents ont été avertis? C'est eux qui ont signé le contrat ou pas? Donc là commence le problème. Facebook dit à nouveau, si, les parents ont signé le contrat. Il faut encore qu'ils le prouvent. Oui, c'est ça. Et le dernier problème, et ça c'est peut-être le problème technique un peu plus intéressant pour nous, pas un problème éthique, un problème technique, c'est qu'ils ont contourné, parce qu'en l'occurrence c'est des applications iOS, ils ont contourné le processus de contrôle d'Apple sur les applications, parce qu'ils ont rentré cela dans un programme de bêta, mais pas lié à Apple. Donc en fait, ils ont distribué des certificats développeurs ou testeurs aux personnes impliquées, aux utilisateurs. Ce qui est complètement interdit par Apple, parce qu'en fait, là, on est en train de tester grand public, d'utiliser des applications dans le grand public qui n'ont même pas été contrôlées par Apple. Donc ça, c'est le dernier problème, le problème où Apple a dû réagir. Et ils ont révoqué les droits des certificats de Facebook, mais généraux. Donc, ils avaient pendant un certain temps plus le droit de mettre à jour des applications sur iOS, par exemple, parce que tout le certificat était bloqué par Apple. Facebook a dit que non, que c'est une erreur, qu'il s'excuse, mais que de toute façon, voilà. Donc, voilà, beaucoup de questions. Facebook, vraiment, dernièrement, je ne suis plus sur Facebook. On est plusieurs à être dans ce cas-là. Et je pense qu'on n'a plus. On le répète, hein, mais c'est pas pour vous influencer. Non, d'autant plus, Bruno, que ça ne sert strictement à rien, manifestement, puisque ils ont annoncé les chiffres, leurs excellents chiffres pour l'année 2018, et que du coup, ils ont un petit bonus entre guillemets en valorisation. Ils ont gagné 10% à la bourse. Donc voilà, c'est comme quoi il n'y a pas de justice, j'ai envie de dire. Donc c'est quand même très très particulier ce qui se passe avec Facebook. Je me demande vers où on va réellement. Petit truc quand même que j'ai noté moi par rapport à Facebook, et je le fais en aparté je profite qu'on soit à la lettre F comme Facebook pour en toucher un mot, c'est qu'ils sont en train de mettre en place des règles par rapport aux élections prochaines, élections européennes. En Belgique, on a des élections législatives en même temps, pour justement un petit peu ordonner la publicité électorale sur la plateforme, pour ne pas que ça passe pour que ça passe plutôt pour de la publicité, pour ce que ce soit clairement affiché, que les gens soient bien conscients quand quelqu'un a acheté de l'espace publicitaire pour faire la promotion, pour promouvoir un parti plus qu'un autre, etc., pour que les choses soient un peu plus évidentes à interpréter pour l'utilisateur. Ça, je trouve ça plutôt pas mal. Il faut voir dans les faits comment ça va se passer, évidemment, comment ça va se mettre en place. Mais bon, l'intention, en tout cas, je serais tenté de dire louable. Après, on verra comment ce sera réellement réalisé, parce que ça s'en vient, là, c'est au mois de mai, les élections. Donc voilà. Je ne sais pas si Benoît avait un truc à rajouter sur cette question. Je pense qu'on en reparlera tout à l'heure, parce qu'il est sorti un bouquin qui justement essaye de... Enfin, on en reparlera dans un instant. Oui, on va reparler de ce genre de problème après le refroidissement de la première couche du pain. Le dessus devrait être caramélisé un petit peu d'ici là. C'est un épisode pâtissier. On est à la lettre G, G comme Google, qui s'est aussi amusé à contourner les règles d'Apple, manifestement, Bruno. Oui, donc pour pas taper seulement sur Facebook, oui, non, y a pas de raison. On va taper un petit peu sur Google aussi, qui du coup, vu qu'ils ont vu Google avoir des problèmes avec Apple et avec l'éthique, se sont dit, on va déjà retirer notre application Sniffer aussi, parce qu'on en a une aussi. Oui, chouette. Comme ça, les gens qui ne savaient pas, maintenant le savent, parce qu'ils en ont parlé. Oui, c'est ça. Voilà. Donc, ils l'ont enlevé avant qu'il soit critiqué.
aussi par Apple, donc ça leur évite de se voir retirer des droits. Mais ils avaient exactement utilisé la même méthode. Ils avaient contourné le système de test d'Apple en distribuant les certificats développeurs aussi. Donc voilà, c'est bien de mettre en place des procédures de test du côté d'Apple, mais voilà, faut voir qui le contourne, et surtout des deux grands quand même, Google et Facebook, qui font cela. Apple devrait là, à ce moment-là, quand même agir un peu. Et ils n'ont pas encore réagi par rapport à Google, d'ailleurs, sur ce coup. C'est ce qui s'appelle tirer les marrons du feu. Ouh là là, ça commence à être chaud par ici. On se dépêche un tout petit peu. Si quelqu'un le voit, le découvre, on va être mis dans la même case que Facebook. On va essayer de se tirer. Et en fait, on n'était pas au courant. Maintenant, on l'est, comme tu disais. C'est ça le plus rigolo dans l'histoire. Bon, entre-temps, clairement, ça pose plein de questions par rapport justement à la bonne gestion d'Apple, Google, Facebook, enfin des GAFAM de manière générale. Mais on va y revenir, je pense. On va y revenir. J'ai l'impression que tout d'un coup on s'est accéléré parce qu'on voulait absolument parler de ce livre. Elle, comme livre, c'est pas tous les jours qu'on parle d'un bouquin dans les technos. Avec Benoît, c'est l'occasion parce que c'est un gros lecteur. Hein. Benoît, il mange les livres, lui, il les dévore même. Tu vas nous parler de quoi, d'une découverte? On peut aussi le prendre sur Kindle. Oui, on n'est pas obligé d'avoir un vrai livre. On est d'accord. Donc en fait, c'est un bouquin mais qui est vraiment dans la continuité des deux news qu'on vient d'avoir. C'est une chercheuse américaine qui s'appelle Shoshana Zuboff, oui. qui vient de sortir un livre qui s'appelle The Age of Surveillance Capitalism, l'âge du capitalisme de la surveillance. Et ce qu'on est en train d'évoquer là, en fait, avec Facebook, avec Google, c'est des choses que, de façon anecdotique, on le sait depuis longtemps. Ça fait longtemps qu'on dit, de toute façon, Facebook, comme tu ne payes pas, c'est forcément que tu es le produit et pas le client, et un certain nombre d'autres choses comme ça. Mais en fait, elle a fait un vrai travail de recherche sur le sujet, recherche au sens de mais qu'est-ce qui se passe vraiment, comprendre, décrire ce qui se passe, et ça donne un bouquin qui est un petit pavé. J'ai pas lu le bouquin, pour être franc, parce j'avais pas le temps pour l'émission ici, mais j'ai lu un assez grand résumé, extrait, une interview de la nana. Et en gros, elle explique ce qui se passe. Et ce qui se passe, c'est Google, un petit peu, parce que voilà, ça n'allait pas bien économiquement, ils avaient des difficultés, est tombé sur ce modèle de publicité sur Internet et la capacité de capturer certaines informations et d'afficher des publicités qui vont être un petit peu plus pertinentes à l'utilisateur. C'était les AdWords, donc c'était il y a longtemps quand même. Hein. Et cette logique de dire, tiens, mais on peut par algorithme se rendre compte que si on affiche ce mot-là à cette personne, ça va plus vite l'amener à cliquer que si on fait autre chose. Et de là, c'est construit ce qu'elle appelle un nouveau système capitaliste, un nouveau système d'extraction de capital qui consiste à extraire en masse nos données, prédire les comportements et vendre ça au plus offrant. Comportement individuel, comportement de société, et c'est ce qu'on a vu avec l'élection américaine, même comportement d'un État, et on le vend en plus offrant, qui en l'occurrence est un autre pays, pour leur permettre de venir agir. Alors, c'est des choses que je pense on est tous un petit peu conscientisés. Ce que je trouve marrant, c'est qu'effectivement, on commence tous à se dire, moi ça fait 4-5 ans que je suis plus... J'ai toujours un compte Facebook, mais je ne me connecte plus. Enfin, je suppose que le compte existe toujours. Enfin, je reçois encore des mails de Facebook, donc j'imagine que le compte doit exister toujours. Mais il n'y a pas que Facebook. Google est exactement dans la même situation. Amazon est pas loin d'être dans la même situation. Et en fait, comme on n'a pas une description autre que des descriptions anecdotiques, on discute un petit peu de ça. Ça paraît un peu théorique. C'est clair que le bouquin est, je pense pas être une lecture. Enfin, il faut être intéressé par le sujet pour s'y entrer. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça explique ce qui se passe. Et expliquer ce qui se passe, c'est la première étape pour le comprendre et pour réagir. On a eu exactement la même chose. C'est l'analogie qu'elle prenait dans une interview. Quand Monsieur Ford, un peu par hasard, a découvert le travail à la chaîne, et puis il y a d'autres personnes qui se sont dit, tiens, ça marche bien pour fabriquer des fortes T, mais on pourrait l'utiliser pour fabriquer d'autres choses. Et puis,
à un moment, on s'est rendu compte que c'est vrai que ça permettait de faire des fortetés et d'autres produits bon marché, mais ça entraînait aussi des effets sur la vie des gens, sur Ouais. les conditions de travail des ouvriers qui n'étaient pas très chouettes, Charlie Chaplin étant moderne et compagnie. Ouais. Et ça, c'est parce qu'à un moment, on commence à décrire et à se dire, tiens, mais il se passe ça, on n'avait pas conscience. Ah, mais voilà vraiment ce qui est en train de se passer. Donc, je pense que c'est un bouquin qui peut être important dans le sens où, dans notre communauté, on commence à beaucoup être conscientisé. Là, la conscientisation, j'espère, voilà, Ouais. va commencer à Oui, sortir et donc c'est ce qu'on avait dit que par plus de rapport. gens vont réagir. Je prends l'exemple de Facebook, tu le disais toi-même au début, tu vois, comme tout le monde, hein, tu trouvais ça amusant certainement, retrouver des Oui. bonnes têtes du passé, etc. Et puis comprendre pourquoi on les voyait plus aussi par la suite, par exemple. Mais voilà, mais on s'est tous beaucoup amusés avec On ne ça. voulait plus les voir. Oui, c'est ça. Et puis c'est des souvenirs qu'on partage, etc. Donc c'est plutôt positif, soyons clairs. Mais on n'a pas noté quels pouvaient être derrière les effets de bord qui allaient en découler. On le voit aujourd'hui. Je reprends cet exemple, il devient bateau tellement il est évident. C'est les gilets jaunes, les mouvements sociaux qui sont quelque part pilotés, construits entre guillemets par le biais des algorithmes de ce que Facebook veut bien donner à manger en nourriture. Je parle là d'informations aux uns et aux autres, et où finalement quelque part c'est ce que l'on voit sur Facebook qui devient la vérité. Et la presse et les journalistes, finalement, ils maquillent la vérité. La vraie vérité, c'est celle que Facebook me donne. Ça devient mon univers et c'est une espèce de monde, de bulle dans laquelle je vis et je ne vois plus l'extérieur. Et voilà. Et simplement parce que les algorithmes me font que Facebook ne vous montre que ce que vous avez envie de voir. Et donc, alors qu'on devrait pouvoir se nourrir de choses qu'on n'a pas envie de voir, qu'on n'a pas envie d'entendre. C'est ça le débat. Et là aussi, effet de bord, etc. Donc tout ça est lié finalement. Hein. On parlait de la publicité, du marketing aussi, on peut en parler. Ce sont les mêmes causes, les mêmes effets, quoi. Mais un point qui est très intéressant dans son explication, c'est qu'en fait, c'était pas inévitable. Mmh. Donc, de la même façon qu'en fait, la fabrication à la chaîne des fortes T, ça avait des avantages, ça avait des inconvénients, mais c'était pas inévitable. On Oui. aurait pu, et on fabrique aujourd'hui des voitures et plein d'autres choses en utilisant d'autres modes de fabrication. Et c'est un des points qu'elle relève, c'est que la destinée de l'informatique n'est pas, en tant que technologie, Oui. de nous amener à cette société de la surveillance. Mmh. C'est juste un tournant qu'on a pris à un moment. Oui. Et donc, si c'est un tournant qu'on a pris à un moment, on peut imaginer de prendre un autre tournant Bien plus sûr. tard. Ouais. Après, il faut voir si on fera les bons choix et si on aura encore la possibilité de les faire, si on nous laissera le choix. Parce que, comme j'expliquais juste avant, de temps en temps, on pense qu'on n'a plus le choix. Moi, je sais qu'il y a des gens qui sont, on reprenait l'exemple de Facebook, mais ça pourrait être un autre réseau social ou d'autres circonstances, qui sont convaincus que aller sur Internet sans aller sur Facebook, voilà, ça n'a pas de sens. Alors qu'il y a plein de choses à découvrir. Aller simplement sur Wikipédia, déjà. C'est des choses comme ça que les gens oublient ou ne l'ont même jamais fait peut-être au fil du temps, qui ne voient les choses que par un prisme. Voilà. Enfin, petit avis Il y a personnel. l'aspect information, mais il y a aussi l'aspect, Oui, c'était. c'est ça sur lequel elle insiste beaucoup, on est entré dans une nouvelle forme de capitalisme qui consiste à collecter et prédire. Et donc l'idée, c'est parce que dans le monde virtuel, ça coûte pas cher à acquérir. Et en fait, et dans le monde réel, ça devient de Ouais. moins en moins cher à acquérir. Ouais. On parlait du Kindle à l'instant. C'est aussi un outil qui permet à Amazon, dans une certaine mesure, de savoir où tu es, ce que tu as lu, etc. Dans un monde un peu plus physique. Oui. Android, Google s'est jamais caché. Enfin, si, c'est caché. N'a pas spécialement fait la publicité d'eux, mais en même temps, a quand même admis plusieurs fois que la principale raison, c'était que sur iOS, ils n'avaient pas les mêmes outils d'espionnage que ce qu'ils pouvaient mettre en œuvre. D'où leur idée de dire on construit un OS et on le donne à tout le monde pour avoir un espion dans la main de la moitié pour faire de du la data, population quoi. qui veut Pour collecter des data, quoi. pour pouvoir savoir ce que les gens font, faire la prédiction de comportement et revendre ça au plus offrant. Ouais. Donc, oui, ce qu'on pense, ce qu'on fait, ce qu'on achète, ce qu'on étudie, ce qu'on lit, le temps qu'on y consacre, tout ça, ça a une valeur pour certaines personnes. Pour quelqu'un. Pour quelqu'un, en tout cas. Donc voilà, on le sait. Alors, quelqu'un n'est pas juste un publicitaire. Hein. Non, bien sûr. Non. Je suis bien d'accord. Ça a de la valeur. Alors, quand c'est anonymisé, comme on disait là tantôt, bon...
Ok, je sais que par exemple Google, ils ont un programme médical, me semble-t-il, où ils analysent le big data sur certaines données médicales anonymisées pour faire avancer la recherche. Pourquoi pas, finalement, hein, c'est pas complètement crétin, et si ça peut faire avancer, ça peut sauver des vies simplement, ou améliorer la vie de certaines personnes, pourquoi pas. Mais à partir du moment où c'est pour, comme on le disait aussi il y a quelques minutes, faire de l'assurance à la carte, et faire payer des primes d'assurance à la carte aux gens, là c'est un autre débat, quoi. C'est plus, et pourtant c'est les mêmes données au départ, hein, enfin tout ça évolue, et il faut garder les yeux ouverts, quoi. En fait, c'est bien qu'il y ait des gens qui écrivent des bouquins, et on vous le conseille donc, hein, ce livre-là. Comme ça, on mettra les références aussi, comme on a l'habitude de le faire, pour pouvoir aller plus loin dans la réflexion. Je ne sais pas s'il y avait quelque chose à rajouter, Brenois, je fais un mix des deux maintenant. Brenois. Oh non, ça, d'habitude, tu nous confonds, mais là... Ça, c'est magnifique. C'est facile, il y a le chat et le pain. C'est ça, le pain, le chat, le chapin. C'est ça, le joyeux Noël. Loop, L comme loop, loop comme boucle, soyons clairs, si vous nous écoutez. C'est de nouveau Benoît qui nous parle de réutiliser plutôt que de recycler. C'est pas tout à fait la même chose, il y a une notion, une nuance à apporter. Oui, Loop, c'est une société qui se lance, qui est un peu une start-up maintenant, et qui veut dire, ben, voilà, ce que nous on propose, c'est de remplacer enfin de proposer aux gens d'acheter des produits avec des contenants réutilisables. D'accord. Historiquement, c'est ce qu'on faisait, hein. Les gens avaient le laitier qui apportait le pain devant la porte. On laissait la bouteille vide et le laitier la reprenait et puis il la remplaçait par une bouteille pleine. À une époque, on ramenait, ça se fait toujours avec certains produits, mais c'est de plus en plus rare, on ramenait ces bouteilles de Coca, de choses pareilles, et puis on les remplaçait. Et donc, l'idée de Loop, c'est de faire ça, mais à grande échelle, et deux, en s'appuyant sur des outils techniques. Pourquoi maintenant? Parce qu'il y a une prise de conscience de beaucoup de gens que la manière dont on utilise nos ressources, elle est peut-être un petit peu dispensière. Et une grosse partie des ressources, c'est des emballages. Et on entend maintenant vraiment beaucoup une grosse sensibilité du public au fait que les plastiques d'emballage qu'on n'utilise qu'une fois, qui vont directement polluer les océans, c'est peut-être pas la meilleure idée. Ben non. Les plastiques qu'on nous a vendus comme étant biodégradables et qui en fait se décomposent en plastique très très petit, qui fait que du coup ils sont encore plus difficiles à récupérer quand on veut les éliminer, c'était encore une pire idée en finale. Ouais. Et donc leur idée, c'est de dire on arrête avec cette notion de nettoyer, recycler, etc. On revient à l'idée, j'ai un contenant qui est réutilisable. Donc c'est des boîtes en inox ou en verre en pratique. Ouais. Et ce qu'ils vont faire avec deux essais, un essai sur New York et un essai sur Paris, c'est une ville en Europe et une ville aux États-Unis. Pour nos auditeurs parisiens, vous aurez peut-être l'occasion encore de vous inscrire. Le principe, c'est que tu feras tes commandes sur le site de Loop. On te livrera tes biens dans les emballages en question. Ouais. Et puis, tu utilises. Et puis, quand tu as fini d'utiliser, tu remets des emballages sales sans devoir les laver dans la boîte. Loop revient, reprend ça et te rapporte de nouveaux produits avec les nouvelles boîtes. Alors, il y a plusieurs trucs. Un, c'est que ce qu'ils ont fait de malin, c'est qu'ils ne se sont pas dit, parce que souvent ces trucs, ça reste des petites initiatives un peu locales. Bon, il y a deux vendeurs qui se mettent dessus. Ils ont vraiment bossé pour avoir des grandes marques. Et donc, on va retrouver des produits qu'on connaît, par exemple la glace Häagen-Dazs, des jus d'orange, des choses pareilles qu'on connaît. Donc, c'est pas des produits obscurs ou quoi que ce soit. C'est des produits que les gens achètent en supermarché, mais avec un conditionnement différent. Oui, c'est ça. Le conditionnement change. C'est pas le même conditionnement qu'on trouve au supermarché. Ils vont mettre des choses. Non, tout à fait. Des trucs en inox, différent parce que le conditionnement au supermarché, il n'est pas prévu pour être réutilisé. C'est ça. Donc c'est quelque chose de durable. Oui. C'est une boîte, par exemple, Häagen-Dazs, c'est des petites boîtes en inox, avec d'ailleurs un double, comme une bouteille de thermos. Oui, c'est ça. Ouais. Donc ça garde la glace au froid. Et tu la reçois, tu la mets dans ton congèle. Le temps du transport, elle est restée froide. Tu la mets dans ton congèle. Quand tu as fini de manger ta glace, tu remets ça dans ta boîte Loop et hop, elle repart. Et on t'en ramènera une autre pleine ou on te ramènera un autre produit plein. Et eux, en fait, s'engagent avec un contenant marqué Häagen-Dazs et tout dessus. Voilà. Et eux nettoient chez Loop, ils vont nettoyer la boîte, quoi. En fait, eux nettoient la boîte et puis ils la rechargent et puis ils te la renvoient. Génial. Alors, dans un premier temps, les essais, les deux essais, New York et Paris, bon, il y a une bonne. Ce qu'ils ont bien réussi, je pense, c'est une grosse variété de produits, des produits que les gens achètent. Donc, on n'est pas sur un truc
obscur. Maintenant, il ne cache pas que dans un premier temps, l'impact il va être absolument nul, d'autant plus Oui. que l'usine qui permet de nettoyer, elle est un peu loin, parce que voilà, la chaîne logistique n'est pas encore complètement en place, mais c'est tester l'élément. Et puis, n'empêche, même si s'il faut transporter la boîte un peu loin pour la nettoyer, c'est pas un plastique qui va polluer les océans. Ouais. C'est quand même un truc sympa. L'autre truc qu'ils disent, c'est ils n'ont pas vocation à être la boutique. Donc, dans un premier temps, il faut une boutique, donc ils utilisent leur site pour l'essai, mais leur intention, c'est que tu puisses aller faire tes commandes Loop via Amazon, via tes sites d'achat habituels ou via tes grandes surfaces habituelles. Oui, c'est ça. Tu vas avec ton Donc, contenant. leur objectif, c'est vraiment de remplacer Ouais. l'ensemble des pots. Tu vas recharger, quoi. Tu vas recharger. Ouais. Alors après, évidemment, on nous dira, oui, mais ces boîtes, il faut les conserver chez soi, il faut se déplacer avec. Quand on va faire ses courses au supermarché, partir avec tous ces contenants différents, parce que pour le coup, là, c'est des contenants chaque fois différents par produit. Bah, la logistique, on va dire, familiale peut être un tout petit peu compliquée par le fait de devoir aller avec ces petits bocaux, etc. Parce que ça existe déjà à une toute petite échelle, hein, dans les circuits courts, comme on dit, d'aller chez son commerçant, acheter ses produits, d'y aller avec son sac en papier, son bocal en verre, etc. Ce sont aussi de toutes petites initiatives, certes, mais ça permet quand même déjà d'économiser de l'emballage et du suremballage. Mais la logistique n'est pas simple, il faut le dire. Attention, c'est très différent. C'est justement ça qu'ils ont bien réfléchi à leur concept. Les boutiques, effectivement, il y en a une ici, pas loin de chez moi, qui s'appelle l'entrepôt, où tu vas avec tes pots et tu les remplis. C'est ça, oui. Tu vas avec tes pots vides, tu les remplis, tu dois les nettoyer, etc. Ouais. Ici, c'est une autre logique. Tu reçois une grosse boîte Oui. dans laquelle se trouvent les produits que tu as achetés. Oui. Tu sors de la grosse boîte, donc c'est comme si tu avais ton sac de course, quoi. Oui, c'est ça, oui. Tu sors les produits, tu les utilises, tu les remets dans la boîte, tu ne te préoccupes pas de les nettoyer, tu ne te préoccupes de rien, ouais. tu rapportes ta grosse boîte d'un coup. Donc oui, il faut que tu penses à reprendre ta grosse boîte quand tu vas... comme il faut penser à partir avec son sac en plastique. Tu t'organises avec eux qui viennent le rechercher et te le remplacer, mais tu n'as quand même pas la même logistique de je dois penser que je vais acheter ça, donc il me faut tel pot. Parce que ce n'est pas tes pots qu'on va te rendre. Donc tu vois, si tu avais acheté de la glace et puis maintenant tu vas acheter du jus d'orange, tu ne dois pas te dire « Ah, il faut que je pense à prendre les pots pour le jus d'orange ». Non, c'est ça, Oui, moi je trouve que ce sont des initiatives comme ça qui font avancer les idées. Et puis après, si d'autres s'en inspirent, si les grandes surfaces, par exemple, pouvaient s'en inspirer pour mettre un petit peu, pour aller trouver la société Loop, pour créer eux-mêmes leur dynamique d'échange comme ça, de contenants de manière intelligente, pourquoi pas, c'est toujours bienvenu, évidemment. Si en écoutant ce podcast, vous vous dites, mais ils sont en train qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ils parlent plus technologie, les mecs. C'est de la technologie, hein, soyons très clairs. C'est même de la... Il y a une logistique derrière, il y a un site web, il y a sans doute une application, il y a à terme peut-être des codes barres à scanner ou des choses comme ça. Voilà. Tout ça, sans la technologie, c'est juste compliqué, quoi. Alors, on revient effectivement au laitier, la bouteille de lait au coin de la porte, etc. Et ça, on sait très bien qu'à l'heure actuelle, dans notre société d'aujourd'hui, ça peut plus le faire. Ce serait génial, hein, mais c'est manifestement et malheureusement plus possible à notre époque. En tout cas, pas dans les grandes villes. Peut-être encore dans des petites villes ou des petits villages, pourquoi pas, mais voilà, à grande échelle, c'est plus compliqué. Voilà, c'est une initiative, elle en vaut d'autres, sans doute. N'hésitez pas à partager les initiatives de ce genre-là aussi en commentaire, on est preneurs, nous, je trouve toujours ça très intéressant. Je ne sais pas si Bruno avait déjà, ce genre d'initiative, tu en as déjà vu, toi, au Luxembourg, parce que on profite d'avoir un luxembourgeois. Alors, Luxembourg, c'est pas le bout du monde non plus, hein, c'est pas. Mais voilà. Mais peut-être qu'il y a des initiatives, puisqu'on parle de local, d'ancrage local. Peut-être qu'au Luxembourg, déjà, il y a des initiatives qui se mettent en place de ce type-là. Il y a le même genre que Benoît a soulevé, donc des petites épiceries où tu vas toi-même avec tes contenants. Mais de cette forme-là, non, pas encore. Donc, effectivement, c'est bien. Et j'espère que ça va avoir du succès, ces phases de test, pour que ça puisse prendre du volume. Et c'est là que ça fera un vrai impact écologiquement. Parce que, oui, pardon de te couper, mais quand on dit ils font le test, Benoît, à Paris et à New York, ce sont des grandes villes, évidemment, des mégalopoles. Enfin, voilà, c'est très, très, très bien. Mais finalement, ils pourraient aussi un jour faire un test sur un petit pays.
qu'est le Luxembourg, où il y a un peu de tout. Il y a de la ville, il y a de la campagne, il y a tout. C'est une société. Enfin, c'est un petit pays. Voilà, il y a des choses à entre guillemets à tirer, à analyser entre guillemets sur les différents comportements, peut-être aussi sur ce type de territoire. Bon, voilà, si ça vous dit, si vous avez des idées, n'hésitez pas à les partager. En tout cas, nous on est preneurs, comme je l'ai dit, la Toto déjà. On était à la lettre M comme Molotov. Ah, le feuilleton Molotov. J'ai l'impression qu'on en parle chaque semaine de Molotov. Mais là, on change complètement de sujet, hein, soyons clairs. On parle donc de la société Molotov, société française qui vous permet de regarder en IPTV les chaînes, plein de chaînes, avec un tarif tout à fait intéressant, me semble-t-il, mais je ne suis pas là pour faire leur pub. Notre autre marque... celui qui a aussi des cheveux, parce que je précise, on nous avait fait la réflexion, il y a des marques sans cheveux et avec cheveux. Non, les deux marques ont des cheveux. Je ferme la parenthèse. Ce sont les Sébastien qui ont des cheveux ou pas de cheveux. Enfin bref. Molotov, donc, je m'égare. Alors d'abord, on nous a dit Molotov ne va pas bien, et puis on nous dit Molotov va super bien, et puis finalement, Molotov est à vendre. On n'a pas très bien compris. Tu vas nous résumer ça, Bruno? Oui, c'est un peu dynastie, effectivement. C'est Molotov. Enfin, ils ont été un peu bloqués par certains grands noms. Hein, on en a déjà parlé. Ouais. Puis donc ils ont certaines fonctionnalités ont été ont été bridées. Donc ce qui a un peu impliqué que ça va mal pour eux, ça va très mal. Ils vont bientôt fermer boutique. Et puis tout de suite, Molotov a dit non, ça va pas si mal que ça va très bien. Et puis surtout, on n'est pas à vendre, on va pas être racheté. C'est bizarre qu'on fasse une annonce comme ça déjà. Hein, on va bien et on veut pas être racheté. Surtout que quelques jours après, il y a l'annonce commune de Molotov et de la maison mère de SFR, Altis, qui annonce que Altis va être actionnaire principal dans la société Molotov, qui en gros veut dire que Altis rachète Molotov. Donc, mais après, Molotov il dit mais attention, on va garder notre nom, même si on est racheté, et nos fonctionnalités. Donc voilà. Et nos clients. C'est un peu, c'est un peu du marketing pour que déjà ça s'écroule pas à un certain moment. Et pour qu'ils gardent leur valeur aux yeux d'Altis, pour qu'ils reçoivent un peu de pépette. Dans le passé, il y avait déjà eu TF1 et M6 qui voulaient racheter Molotov, mais qui sont ravisés parce que Molotov demandait trop d'argent finalement. Il y avait ça, et je me demande si France Télévisions s'était pas rapproché aussi à un moment donné, avait un petit intérêt dans l'histoire, ou en tout cas une volonté de mettre des sous dedans, enfin je sais plus. Mais exactement, en tout cas, mais apparemment ils étaient trop, ils voulaient trop d'argent, donc c'est pour ça. Et là, c'est donc Altis et SFR qui vont vraisemblablement donc prendre la majorité de Molotov, qui va leur donner un petit peu de financement, de pépette pour faire ce qu'ils veulent finalement. Donc, aller vers l'international, on en avait déjà parlé. Ouais. Donc, voilà. Et puis, concurrencer un peu les grands noms en France et un peu partout. À suivre, comme on dit dans ce cas-là, parce que là, c'est un vrai feuilleton Molotov en l'occurrence. Marc était un petit peu tout triste, je parle de l'autre Marc, tout triste de se dire, tiens, Molotov va disparaître peut-être. Finalement, non, Molotov va continuer. Il faut voir dans quelles conditions, à quel tarif, avec quel programme, etc. Donc, oui, donc, je le répète, affaire à suivre. On en est à la lettre S d'un épisode 199 qui s'achève peu à peu. S comme streaming, Bruno. On parle de services de streaming d'Apple attendus pour mi-février, ou mi-avril plutôt, un petit peu en même temps que Disney+, qui est également annoncé pour la même période, si je ne dis pas de bêtises, en tout cas aux États-Unis. Voilà, oui, le succès de Netflix et autres fait des jalousies, et effectivement, Apple qui a un peu du mal à trouver les finances stables, veut se diversifier et veut concurrencer, entre autres, Netflix. Il n'y a pas que Netflix, il y a Hulu, il y a justement donc les nouveaux qui vont venir, il y a YouTube maintenant qui fait du contenu original. Et c'est un peu l'idée aussi d'Apple, c'est de non seulement fournir des contenus qui sont achetés, mais de probablement fournir aussi des contenus originaux pour se démarquer des autres et avoir des licences. Donc voilà, là on en sait un peu plus parce qu'apparemment
Apple est en train de démarcher ses providers de contenu aussi pour avoir des licences. Et on table sur un lancement qui serait vers mi-avril. Il y a des rumeurs qui annoncent une keynote vers mars, qui annoncerait des nouveaux modèles de hardware d'Apple, donc iPad, iPod Touch. Mars, c'est la période, normalement, oui. Voilà, donc ils pourraient en profiter justement pour lancer ce service de streaming vidéo qui probablement va quand même avoir du succès. Et les gens disent toujours, oui, si on en a déjà un qui fait tout ça, pourquoi en lancer un autre? C'est pas ce qui s'est passé avec Apple Music par exemple, hein. Spotify était bien ancré et ils ont quand même pas mal de parts de marché avec Apple Music parce qu'ils ont un écosystème qui est là et des fidèles fanboys, on va dire, qui utilisent leurs produits. Donc, à voir, et la concurrence va probablement baisser aussi les tarifs qui sont quand même assez stables du côté Netflix et autres, qui vont souvent à la hausse dernièrement chez Netflix. Oui, ils vont augmenter de 3 $, je pense, aux États-Unis, donc ça va probablement suivre aussi chez nous. Donc ça va commencer à être un petit peu cher. Et on se demande s'ils ne le font pas exprès pour pouvoir ensuite ramener, se rabattre sur un tarif unique qui mettrait tout le monde d'accord. Et surtout, ce qu'ils vont faire, c'est mettre en avant la qualité de leur catalogue par rapport à Disney qui est déjà annoncé qu'il n'y aurait rien d'extraordinaire par rapport à ce qu'on connaît déjà de leur catalogue, qui est très étoffé, hein, soyons très, très clairs. Mais dans un premier temps, il n'y aura pas de production propre pour la plateforme Disney+. Et ici, Apple, manifestement, même s'ils ont beaucoup de sous, n'a pas annoncé non plus, me semble-t-il, de production propre. Donc, ils vont aussi surfer sur des catalogues existants, sans doute, dans un premier temps, avec des tarifs qui seront, là aussi, ça a été annoncé comme tel, moins élevé que celui de Netflix parce que, et ils le reconnaissent, ils auront peut-être moins de choses à proposer, en tout cas dans un premier temps, le temps que les choses s'installent, que les choses se réorganisent, parce que le temps d'écran par individu, par abonné, il n'est pas extensible. À un moment donné, il va falloir que les gens fassent des choix. Ils ne peuvent pas regarder 2 écrans en même temps, donc ça va être un petit peu particulier à observer, je pense, parce que dans tout ça, il y a encore les écrans traditionnels, les jeux vidéo, la télévision classique, le cinéma, qui rentrent aussi en de compte, c'est aussi du temps d'écran, on l'oublie de temps en temps, mais ça en fait partie. Et donc, on va voir comment tout ça va se mettre en place, et on l'espère pour le meilleur, dans le sens le meilleur, pour que les gens vont aller vers des choses intéressantes aussi, pour aider à la production, pour faire en sorte qu'on produise des choses de qualité. C'est ça aussi l'intérêt du truc à un moment donné, non ? Oui, après, il faudra qu'on puisse en profiter aussi, hein. N'oublions pas que c'est les sociétés américaines qui vont d'abord s'établir aux États-Unis, lancer leur programme-là. Netflix a mis des années et des années à s'internationaliser. Donc, c'est une question de droit à nouveau. Donc, ça sera pas une mince affaire. Mais bon, Apple a quand même les reins solides pour le faire bien, et ils ont l'habitude normalement de lancer rapidement cela à l'international avec une sélection de pays, la France étant un de ceux-là, la France, l'Allemagne étant un des pays qui sont souvent les premiers à avoir les produits Apple. Donc voilà, affaire à suivre, et je dis toujours, la concurrence, ça sera bénéfique aux utilisateurs. Ça, normalement, oui. Normalement. Benoît, tu avais un truc à rajouter sur ce sujet ? Sur ce plan-là, je pense que pour l'internationalisation, on verra, hein, évidemment, mais un des problème de Netflix, c'est que c'était aussi une société qui devait ouvrir une installation dans le monde entier. Apple a déjà les filiales, etc. Donc c'est quand même un petit peu plus simple. Parce que moi, ce que j'avais lu, c'est qu'on s'attendait quand même à une ouverture internationale qui allait aller relativement vite. Quelques mois, peut-être un an maximum. Oui, probablement. Ça aurait du sens parce que voilà, ils ont déjà les comptes Apple. Ils ont les devices, les filiales, les moyens de support. Tout est déjà en place. Donc il n'y a pas de raison de. Oui, c'est une force. Hein, il n'y a pas tout ça à mettre en place comme Netflix a dû le faire. Oui. Ils ont dû le faire, mais en même temps, ils ont surfé sur toutes les plateformes des autres, puisqu'ils sont dans toutes les box. Donc, c'est un des avantages, mais en même temps, ça leur a permis de se développer, se déployer peut-être plus facilement que ne devrait le faire Apple sur les autres supports. On se rappelle des petites luttes entre Amazon et Apple, ou encore maintenant, par exemple, sur les assistants vocaux. On en parlait en off là tantôt, mais entre Alexa et Google Home, tu ne trouves pas du Google Home chez Amazon, ce qui
qui est quelque part un peu logique, mais il y a eu aussi un moment donné où tu ne trouvais plus, et je pense que c'est encore le cas maintenant, si je dis pas de bêtises, d'Apple TV chez Amazon à acheter, des choses comme ça. Enfin, tu vois, il y a toujours des contraintes liées au marché qui fait que on va pas non plus dans le bâton pour se faire battre par le concurrent, quoi. Non, mais si tu regardes au dernier CES, tu avais quand même beaucoup de télévisions qui intégraient AirPlay Oui, et Samsung qui Samsung, intègre LG. iTunes. Oui. Donc, Ouais. non, Oui, attends, oui, non, tu as raison. LG c'est AirPlay, c'est- Samsung c'est iTunes qui Oui, c'est ça, intègre. c'est iTunes, LG aussi. Donc, Oui, c'est ça, c'est dans ce LG sens-là. aussi. Pardon. Oui, je pense, enfin, je sais, Ah, moi, je sais. j'avais juste vu Samsung pour Oui, iTunes. Enfin bref, donc on en quelque avait part, parlé. Apple est en train de se préparer aussi Oui. à. Oui. Ah, c'est pas Enfin, innocent, voilà, hein, c'est sûr. on voit que Oui, on voit qu'il y a un parce que c'est un gros changement de cap aussi pour eux, oui, hein, qui sont oui, normalement le contrôle complet depuis le hardware jusqu'au software. oui. Et ce serait pas étonnant, effectivement, parce que c'est un petit peu la marque qui veut ça, hein, que le déploiement soit relativement rapide, comme tu le disais, Benoît, où en général, ils aiment bien faire des lancements internationaux, enfin, en tout cas, par grappe de pays, l'Europe, les États-Unis, enfin, l'Asie, enfin, ça devrait aller relativement vite, manifestement, parce que, oui, ils ont l'infrastructure aussi pour le faire, et donc, voilà, ils partent pas d'une page blanche, ça, c'est sûr. La Euh, question étant de voir s'ils vont pas faire un peu comme ce que fait Amazon Prime, qui effectivement est ouais, aussi très très disponible, mais absolument pas localisé. non, Donc, ouais, si ce n'est la sélection de films qui change un petit peu, ouais. c'est un produit qui est, Mais contrairement à Netflix, j'ai l'impression, qui est dans le cas d'Amazon Prime, c'est plus un produit d'appel par rapport au reste, oui, à l'univers Amazon, hein. Parce qu'ils ont les serveurs pour le faire, ils le font pour Netflix, donc ils savent faire. Donc c'est une bonne pub aussi pour leur service, parce qu'il est stable. Et donc à des tas de degrés, c'est un produit d'appel en fait, Amazon Prime, quelque part. et c'est vrai que contrairement à Netflix, Amazon Prime, tu as en même temps la livraison, etc., etc. Tu Ouais. prends pas la, T'as je Twitch? pense pas que tu prends Amazon Prime pour la vidéo. Non. Tu Non, prends non, tu le Amazon prends pour Prime un pour package. tiens, j'ai de la vidéo. Ouais. Oh, tiens, il y a un film que j'ai envie de regarder. Ouais. Et je disais aussi, on l'a peut-être pas entendu, mais Twitch par exemple, quand tu vas sur Twitch regarder une vidéo, tu peux, si tu as Amazon Prime, tu rémunères les gens qui font des vidéos par la même occasion, parce que comme tu es un abonné payant, il y a comme ça un flux d'argent, pas beaucoup, hein, quelques centimes chaque fois, mais ça peut être intéressant pour les gens qui publient des vidéos sur cette plateforme. Enfin voilà, là on est dans un écosystème complet chez Amazon qu'il y a moins chez les autres, on va dire. On en était donc à la lettre S comme streaming. Ah tiens, regardez, hop. La lettre W comme ouais mais non, qui conclut évidemment, comme chaque fois, un épisode des technos, ou en tout cas souvent. C'est Bruno qui nous propose ouais mais non, et qui nous propose de dénoncer les personnes endettées. C'est un peu limite, me semble-t-il, non? C'est pas moi qui propose. Non. C'est un peu un complément à notre hors-série qu'on avait fait sur les pratiques en Chine. Mhm. Et donc c'est en l'occurrence en Chine, effectivement, dans la province d'Hebei, ou Hebei, je ne sais pas comment on va le prononcer, Mhm. peu importe. Et c'est une mini-application qui est intégrée dans leur messagerie très, très aimé en Chine, c'est WeChat, qui permet donc justement d'intégrer des mini-programmes. Et le mini-programme s'appelle Deadbeat Map Mhm. et permet en fait de savoir dans un rayon de 500 mètres quelles personnes sont surendettées ou en l'occurrence n'ont pas les moyens de payer leurs dettes D'accord. et de les signaler aux autorités ou de savoir que ces gens ne sont pas de confiance. Oui, Ah c'est oui. ça. Oui. Et qu'ils auront un mauvais score. Et là, on est complètement dans quasi de la science-fiction, Ouais. dans un épisode de Black Mirror. Allez voir cette série qui est une perle. Mhm. Donc de ces manipulations de la technologie. Et là, c'est vraiment, voilà, on est en plein dedans, en plein dans les dérives, en plein dans la société de surveillance, on en a déjà parlé, mais de la surveillance par tout un chacun et de construire une société virtuelle via les réputations des gens.
Donc ça, c'est quand même quelque chose de négatif. Et je pense que voilà, il faut à certains moments mettre un frein, mais en Chine, c'est pas vraiment le cas en ce moment. Donc, oui, voilà, non, les dérives de la technologie, bon, on en parlait un petit peu plus haut. Hein, je vous renvoie quelques lettres en arrière, mais une fois de plus, enfin, c'est pas un ouais mais non très drôle, hein, soyons clairs. Mais je suis persuadé que tu trouveras un voisin ou même un collègue, un confrère, pourquoi pas, qui te dira qu'en tant qu'indépendant, il serait bien content de savoir si une personne est solvable ou pas. Tu vois, et qui probablement serait très intéressé par avoir les résultats de cette application quand quelqu'un passe dans son magasin ou dans son... tu vois, voilà, c'est les questions qui peuvent se poser, quoi. Tout à fait, mais bon, voilà, c'est quand même les dérives assez importantes de confidentialité des données, des personnes, la vie privée, quoi. Donc, voilà. Benoît, un avis sur ce sujet ou pas? Je me dis, le plus horrible dans ce genre de choses, c'est si tu vois, si tu as une erreur. Oui. Si on te dit, par erreur, tu vois, je sais pas, une fausse manip ou quoi que ce soit. Ou un hack, quelqu'un qui... Ah ben lui, oui. Ah ben lui, parce qu'en plus, il y a un phénomène qui est quand même catastrophique, c'est qu'on fait de plus en plus confiance à nos machines. Oui. Il y a quelques années déjà, tu sais, t'es allé dans une banque ou quoi, on te disait une connerie, tu disais, mais vous dites une connerie, là, c'est mon écran, c'est mon ordinateur. Mais en fait, maintenant, t'as vraiment ce... Voilà, c'est ça, et c'est la vérité. Oui. Non, il se trompe, il y a une erreur. Et des erreurs, il y en a quand même beaucoup. Il y en a toujours. C'est quand même fréquent. Je pense qu'on est tous confrontés régulièrement à des petites erreurs sans conséquence. Hein, oui. Des omissions, ouais. Alors, il y a un film qui est extraordinaire pour ça. C'est l'invention du mensonge. C'est un type qui vit dans un monde dans lequel personne ne ment. Tout le monde est honnête. Et donc, il arrive dans sa banque et puis il lui invente le mensonge. Ah oui, donc, il arrive dans sa banque et il fait tiens, est-ce que je pourrais avoir 500 €? Et la banque regarde et elle dit ah ben, vous n'avez pas 500 € sur votre compte. Il dit si, j'ai 1000. Ah d'accord, ça va être une erreur de l'ordinateur, excusez-moi. Et paf, on lui donne 500. C'est presque un monde parfait, mais non, il est complètement dévoyé dès l'entrée en scène du personnage, en fait. C'est déjà foutu. Oui, tout à fait. Donc voilà, non, mais effectivement, tu as tout à fait raison. Mais c'est souvent comme ça avec ces nouvelles technologies. On se dit, c'est fantastique de pouvoir dire, par exemple, on en avait parlé avec la surveillance dans les carrefours en Chine, de pouvoir signaler à quelqu'un, attention, vous ne traversez pas dans les clous. Pourquoi pas, soyons clairs. Mais si c'est pour lui retirer des points et pour dire, attention, mon gars, toi, tu marches pas droit, on va t'expliquer comment on vit dans ce pays, et parce que t'as pas marché dans les clous 3 fois, bah, t'auras pas le droit de, je sais pas moi, te présenter à une élection ou que sais-je. C'est juste des dérives complètement hallucinantes et ça fait vraiment peur, quoi, soyons clairs. Donc là encore, l'idée de dénoncer des personnes endettées, je vois pas de côté positif à l'idée, hein, soyons très très clairs. Déjà, ce simple fait de la délation, déjà, ça fait un petit peu froid dans le dos. Alors, enfin voilà, et je ne doute pas un seul instant qu'il y a des gens, même des proches de chez nous, qui seraient d'accord de mettre ce type d'application en libre circulation ou de s'en servir pour X très très bonne raison sur le papier, mais j'ai entendu miaou. Donc voilà, quand j'entends miaou en général, c'est qu'il est temps de fermer. C'est la fin. Le chat a faim. Donc voilà, et le pain est refroidi. Pom 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 pom, message codé peut-être, je sais pas. Merci Benoît d'avoir participé à ce 199e épisode. On se retrouvera très bientôt, j'imagine. Hein, et puis merci à Bruno également. Merci on connaît pas son prénom ou son patronyme au chat. Lucky, d'accord. Donc Lucky, Luc, on imagine, fait partie maintenant totalement de l'équipe. C'est le chat des technos qui décide quand les épisodes doivent se terminer. Voilà qui est fait. Merci en tout cas à tous de nous avoir suivis. Merci pour les pouces levés. Merci de vous abonner, que ce soit sur les plateformes de podcast ou sur YouTube. Merci pour les messages sur les réseaux sociaux. Petite parenthèse, vite fait, bien fait. On recevra probablement dans un des épisodes prochains Thierry Weber, qui est un vieux podcasteur suisse,
qui s'est invité dans les technos, parce qu'il avait parlé de nous en bien, parce qu'il nous suit de temps en temps, et donc dans un de ses lives sur Facebook ou sur Twitter je pense, nous avait cité, on a commencé un petit peu à discuter, et il a dit si c'est comme ça, je viendrai vous voir. Il est bienvenu, et on lui dit à très bientôt, comme à vous d'ailleurs, on vous dit à très bientôt. Salut!